travers le projet Astéria, les différentes semences philosophiques qu'on a publiées ces dernières semaines. On en reparlera ensemble à 15 heures avec ce projet qui va être en parallèle de Cassiopée, qui va être quelque part mon espace d'expression, notamment par rapport au thème que l'on traite actuellement, notre crise d'humanité. Voilà, à tous les niveaux, on peut percevoir aujourd'hui qu'on a un changement considérable dans la façon de considérer la vie, le travail, la famille, l'économie, la relation à la nature, à la nourriture, à la terre. Tous les aspects sont touchés, l'éducation, la psychologie, la science, la religion, la philosophie en elle-même. Tout change, tout se réorganise. Et je vais essayer de vous montrer en fait qu'est-ce qui sous-tend en fait ce changement et pourquoi ce changement, quel rythme également dans ce changement. Commençons par quelque chose de très simple, qui vient à la fois du I Ching, le livre des changements, ouvrage central de la tradition chinoise, magnifique tradition pleine d'images, un livre plein de sagesse, et puis qu'on retrouve également dans les sutras que nous a livré Bouddha. Je ne sais pas qui est à l'origine, je crois que l'histoire n'est pas très précise à ce niveau-là, on est entre 500 et 1000 ans avant notre ère. En tout cas, on a même Héraclite en Grèce qui disait la même chose. La seule chose qui soit constante, c'est le changement. Aujourd'hui, la physique quantique confirme ça, même si ça nous apparaît stable. Dans l'infiniment petit, on n'a que du mouvement incessant. Alors ce mouvement, c'est la seule chose qui soit constante, c'est un fait. Mais ce changement, ce n'est pas un changement aléatoire, ce n'est pas un mouvement désorganisé, complètement chaotique. Ce changement, il est cyclique. On a donc cet exercice qu'on retrouve en zen à dessiner un cercle d'un trait spontané après une phase méditative qui exprime finalement tellement de choses qu'on pourrait passer plusieurs heures à l'expliciter. On a déjà, si on prend tout simplement le cycle d'une journée, le mot journée par rapport est inapproprié parce qu'on a le jour, le lever du soleil, on va avoir le coucher du soleil avec bien sûr le zénith à midi et le nadir à minuit. On a donc une phase de jour, une phase de nuit. Et vous voyez, en fait, plutôt que d'appeler ça un jour-nuit, on appelle ça une journée. On a une prépondérance naturelle sur l'aspect solaire, sur l'aspect yang, sur la journée. Donc on a une phase d'expression, mais surtout avant une phase de préparation la nuit. Les Chinois disent d'ailleurs un yin, un yang, c'est comme ça que cela fonctionne. C'est comme ça que cela fonctionne, c'est la traduction du mot Tao, qu'on a du mal à traduire, mais la meilleure traduction, c'est le fonctionnement. Donc ça commence toujours par un yin, on commence toujours par finalement une phase de gestation, de préparation, dans l'obscurité, dans le silence, avant que l'être, avant que la parole, avant que le verbe, avant que l'acte créateur se manifeste à l'extérieur. L'aspect yang. Un yin, un yang, c'est comme ça que cela fonctionne. On a un yin, on a un yang, et de nouveau on a un yin qui revient. Et puis de nouveau un yang. De manière inlassable, on a une répétition. Cette répétition, finalement, est un petit peu en trompe-l'œil à travers ce cercle, parce que demain, je serai différent d'aujourd'hui, et après-demain, de la même manière. Aujourd'hui, je suis différent d'hier. Donc nous ne sommes pas réellement sur un cercle, nous sommes sur une spirale. On accumule de l'expérience petit à petit. Une petite goutte d'eau, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque cycle temporel. On va accumuler. Si on prend le cycle d'une vie, et qu'on fait le parallèle avec le cycle d'une journée, on aura également 4 temps. On a l'enfance, l'adolescence, l'adulte et puis l'âge mûr. L'enfance, c'est le désir, c'est la construction d'une personnalité qui a des désirs, des objectifs, et qui va organiser sa vie pour satisfaire ses désirs. L'adolescence également, c'est la poursuite de ce processus, son achèvement, jusqu'à la rébellion par rapport à la famille, aux autorités, qu'elles soient culturelles, scientifiques, politiques ou autres,
cet aspect rebelle de rejet pour construire sa vraie personnalité. Une image, par exemple, mythologique, c'est Hercule, qui a eu dans sa jeunesse les meilleurs professeurs dans tous les domaines. Il a eu tous les présents des dieux, et finalement, il a tout rejeté, et il a été dans la forêt construire sa massue. Voilà, son outil par lui-même, sa créativité, c'est l'adolescence, c'est le rejet, et après on devient, normalement, responsable. Une conscience de groupe s'installe, on passe à l'étage adulte, qui dure un certain temps, qui est un peu le zénith, le sommet, avec le maximum d'engagement, de responsabilité, d'interaction au niveau social. L'expérience, de jour en jour, de mois en mois, continue, et on arrive à cette phase de sagesse, d'âge mûr, d'expérience. Expérience aujourd'hui qui n'est pas valorisée en entreprise, vous le savez, et à d'autres niveaux, et ça va être un grand chantier, effectivement, que les anciens, comme on dit, comme dans les peuplades primitives, puissent partager leur expérience à cette jeunesse qui a l'énergie, mais qui n'a pas encore toute la conscience. Une journée, c'est comme une vie. On apprend un peu. Une journée, c'est une goutte d'eau par rapport à une vie, mais une vie, c'est une goutte d'eau par rapport à un cycle plus large que l'on va appeler le cycle de la conscience lumineuse. Conscience lumineuse, ça veut simplement dire l'âme, ce qui est intemporel, l'étincelle que l'on a en nous, qui est passée de cycle en cycle, de règne en règne, du minéral au végétal, du végétal à l'animal, de l'animal au règne humain, et du règne humain à des voies de conscience supérieure. Le règne humain est caractérisé par la conscience de soi et par le fait que l'on va finalement être quelque part guidé par cette conscience lumineuse qui a un objectif fondamental, c'est de nous faire passer de la barbarie, de l'enfance de l'être, du désir, de la violence, de l'égocentrisme, de l'état d'esprit de séparation, de conflit, de tension, qui est naturel chez un enfant, à un état de partage, de coopération, de positivité, d'amour, d'équanimité, de sagesse. Alors cette transition, bien sûr, elle ne se fait pas en quelques jours, quelques mois, quelques années. Nous sommes sur des cycles dont on a du mal à évaluer vraiment la portée, mais c'est sur des dizaines de millions d'années. Ça veut dire que chaque jour, comme chaque fille, nous avançons d'un tout petit pas, une petite goutte nécessaire. Pas à pas, l'évolution se poursuit. L'évolution est toujours un processus qui est extrêmement long. Il n'y a pas d'accélération. Il y a des phases où ça s'accélère, peut-être comme en ce moment, en temps de crise, on va voir pourquoi. Mais globalement, c'est un processus qui est très très long. Ce processus, on pourrait l'expliciter autrement. Si on prend la science des chakras, nous avons la vie sous le diaphragme, qui concerne la personnalité, le fameux plexus solaire, qui va gérer l'ensemble de notre vie émotionnelle, qui va métaboliser nos émotions comme nos aliments. On digère notre vie comme on digère également la nourriture que l'on incorpore dans notre corps. C'est la vie du désir. C'est un feu qui brûle et qui cherche toujours à satisfaire. C'est d'ailleurs le constat qu'a fait le Bouddha, le fondement de la philosophie, et peut-être l'essence même de son approche, à savoir que la vie est souffrance. La souffrance vient du désir, et quand je comprends fondamentalement ça, je commence à avoir un nouveau désir qui est l'extinction du désir. Cela se fait progressivement. On y aspire, on commence à transmuter ses désirs, et cette transmutation que fait petit à petit, l'énergie va monter et va éveiller le chakra cardiaque. Au-dessus du diaphragme, on a un grand centre de force qui symbolise l'amour, le partage, la coopération, tous les aspects positifs. Au passage, au-dessus du diaphragme, on est sur les poumons, l'air. L'air, nous le partageons. Nous partageons le même air. Coco, le virus, nous rappelle ce point. Nous ne partageons pas la même nourriture. Il faut bien sûr partager un plat, partager un repas,
mais nous absorbons notre propre lot de nourriture. La respiration, l'air, nous partageons le même air. Nous sommes déjà dans cette notion d'unité par rapport à cette notion de séparation. Même chose par rapport au cœur, qui habite également cette région. Ce n'est pas par hasard. Il va distribuer la vie à travers le sang à chacune de nos cellules. Le cœur est l'empereur, nous disent les Chinois. Il est relié à l'ensemble du système. Donc tout ce qui va être énergie d'unité, d'amour, de partage, de coopération, se passe à ce niveau-là, au niveau cardiaque. Tout ce qui va être centré autour de l'ego, du désir, va être centré sur le plexus solaire. Le passage que nous faisons, individuellement comme collectivement, chacun à son rythme, c'est un passage du centre solaire au centre cardiaque. C'est un passage d'un état extrême de barbarie, où sur une impulsion purement émotionnelle, je vais tuer quelqu'un, à un état où je comprends que si on me fait du mal, je suis en capacité de tendre l'autre joue. Tout simplement parce que j'ai conscience que nous sommes tous un. La difficulté de comprendre dans notre mental le champ de conscience supérieur et la conscience lumineuse, c'est que la conscience lumineuse, il y a à la fois une entité individuelle qui coexiste avec une entité collective. Je suis ce que je suis, en même temps nous sommes tous un. Ces deux éléments ne sont pas compréhensibles dans nos émotions ni notre domaine mental. Il n'y a que sur des moments élevés où on arrive à faire monter la conscience qu'on peut percevoir cet état d'amour universel, comme on l'a souvent nommé. De la barbarie à la conscience de groupe, à la conscience humaniste. Voilà finalement le trajet collectif et individuel. Alors cet enfant, il apprend. C'est normal qu'un enfant soit dans le désir, soit impatient, ait envie de satisfaire tout de suite ses désirs. Il apprend par expérience, il se construit. Il se construit et à chaque vie on reconstruit, on se réapproprie notre corps physique avec la maturation du système nerveux, on se réapproprie le développement de notre vie émotionnelle, de notre vie mentale. Tout ça prend du temps, globalement autour de 28 ans. C'est la théorie psychologie aujourd'hui, 28 ans, et c'est aussi bien sûr ce que disent les traditions, 4 cycles de 7 ans, tradition indienne, corps physique, corps énergétique, corps émotionnel, corps mental. On est construit, on est mûr à 28 ans, on a fini l'adolescence. Ensuite, on passe à l'âge de la responsabilité. Cette adolescence, souvent, cet aspect responsable, on le voit à travers la notion de conquérant. Quelqu'un qui a fini de structurer son ego, qui maîtrise davantage que un grand nombre de personnes certains aspects de la vie, va être dans la conquête, qu'elle soit politique, religieuse, artistique, scientifique, peu importe. Il y a cette énergie de conquête, de manifestation de l'ego, de manifestation de soi qui est nécessaire. On retrouve dans Hercule, toujours notre héros mythologique, le travail du lion, où il va tuer le lion. Le lion symbolise cette personnalité qui est forte, qui ravage dans son entourage, qui est centrée sur lui. Voilà, il a plein d'outils, plein de qualités, mais il va mettre toutes ces qualités au service de lui-même, de ses projets, de ses proches. Pas de conscience de groupe très élargie. Ça, c'est la phase de conquête, l'adolescence. Après, il y a la compréhension des ravages que l'on a pu faire dans le passé, se tourner vers cette lumière, quelle qu'elle soit le nom, l'approche, qui n'est à chaque fois qu'une carte mentale, un repli sur soi, un retour qui se fait, pour développer pleinement cette notion de coopération. Coopération, partage, ce sont les deux mots-clés de l'ère à venir. Pourquoi nous en sommes là? Parce que fondamentalement, un certain nombre d'entre nous au niveau collectif, au niveau individuel, en sommes là, donc collectivement, cela se passe ainsi. Et puis, à l'étape ultime, entre guillemets, du passage du règne humain, on a les sages qui manifestent
d'énormes qualités, tellement loin de ce qu'on peut manifester dans notre quotidien. Il y a des sages dans toutes les traditions, toutes les civilisations, toutes les époques. Tous ont apporté un message à un certain moment qui était nécessaire. Après, l'humanité, qu'est-ce qu'elle en a fait? Ça, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, malheureusement, si on regarde l'histoire des religions, moi, ce que je constate, c'est surtout des millions de morts, quelles qu'elles soient. Et on voit finalement l'hérésie, la compatibilité mentale entre une notion d'amour qui est prônée et la réalité des faits. Tout simplement parce que les faits sont réalisés par des hommes qui n'ont pas atteint ce stade auquel étaient ces fondateurs de traditions et de religions, tels que le Bouddha, le Christ, Lao Tse, Confucius, Pythagore, Socrate, ou quelques autres. Cet état de sagesse, une des caractéristiques, c'est le non-jugement. Quand on comprend cette carte du monde, que chacun est là où il en est à un instant donné, on ne peut plus juger. Est-ce qu'on juge un enfant parce qu'il est en 6e, parce qu'il est en CM2, parce qu'il est en terminale, parce qu'il est à la fac, parce qu'il est en maternelle? Non, simplement, il est là où il en est, il en fait l'expérience, il a besoin d'expérience de vie pour avancer progressivement. C'est là où nous sommes dans l'illusion, parce que nous pensons avoir un âge. J'ai par exemple, autour de la quarantaine, je ne me souviens jamais de mon âge, ce n'est pas un secret, mais ce n'est pas mon âge. L'âge réel, c'est celui de l'âme. Et l'âme n'arrive pas dans le cycle du règne humain au même moment pour chacun. Il y a des vagues, il y a des tranches. Donc, votre famille, vos voisins, vos collègues de travail, les gens que vous rencontrez, les stagiaires de votre groupe en formation, la personne qui est en face de vous, votre prochain, autrui, vous ne pouvez pas savoir où il en est. C'est impossible. Vous pouvez avoir des grandes notions. On peut, par exemple, remarquer que ce soit notre ami Trump, Poutine, Bachar el-Assad ou autres conquérants et dominateurs qui prônent la séparation, la violence. Ils ne sont pas au stade de la sagesse, ni même au stade du partage ou de la recherche finalement de l'unité. Ils sont à un stade de conquérants, ils ont développé des qualités et ils restent dans l'aspect barbare. Ne pas les juger, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qu'ils manifestent. On peut très bien, effectivement, dire que dresser un mur entre les États-Unis et le Mexique, par exemple, ne va pas résoudre le problème fondamental par rapport à la circulation de drogue. Mais c'est simplement là où il en est. Il n'y a pas de jugement. On ne peut pas juger un enfant du stade où il en est, et on ne sait pas, la personne qui est en face de nous, à quel stade de développement fondamentalement elle en est. On peut avoir quelques idées, mais précisément, ce stade nous est inconnu. Heureusement qu'il nous est inconnu. Si on savait consciemment à quel stade chaque personne en était, on serait de nouveau dans le jugement. Donc l'attitude la plus juste et la plus sage, ça va être d'accepter l'autre tel qu'il est. Et là, on revient sur les notions fondamentales de psychologie humaniste, dont Sandra vous fera part, sans jugement, en comprenant que la personne, elle est là où elle en est. Peut-être que c'est encore une graine, elle vient d'arriver, elle n'a pas beaucoup d'expérience. Peut-être que son lotus est déjà pleinement épanoui, son chakra du cœur est rayonnant. Elle manifeste naturellement toutes les qualités. Pas de jugement non plus vis-à-vis de personnalités très développées, telles que le Dalai Lama ou Ama en Inde ou d'autres qui manifestent de grandes qualités. Tout le monde un jour arrivera à ce stade, chacun à son rythme. Notre responsabilité individuelle, c'est d'arriver petit à petit à accélérer ce processus. Alors ce processus, il se déroule sur des millions d'années à l'échelle humaine, et plus globalement, il y a des cycles encore plus grands, 4 milliards et demi d'années finalement, par rapport au Big Bang, l'hypothèse scientifique d'aujourd'hui, ce n'est rien. On a un vaste système de cycles. Un cycle, par exemple, important qui existe, qu'on appelle une année platonicienne, environ 2160 ans,
rythme, comme les mois d'une année, le parcours collectif. Nous sommes aujourd'hui dans ce parcours collectif, dans ma compréhension des choses, le passage de l'état adolescent à l'état adulte. On a ravagé la terre, on a puisé dans ses ressources, on s'est ravagé entre nous-mêmes, on s'est entretués depuis des millions d'années. On pense être très intelligent, on pense être supérieur, on pense maîtriser la nature, on pense connaître. En fait, on ne sait pas grand-chose. Socrate aura toujours raison. La seule chose que nous savons, c'est que nous ne savons rien. Ce qu'on peut imaginer, c'est que finalement, on est dans cette conscience de l'adolescent qui, petit à petit, va aller vers l'état adulte, va prendre conscience que toutes les âmes humaines sont unes fondamentalement pour former cette conscience humaniste. On accède petit à petit à un début de cette conscience humaniste. L'époque d'avant, 2000 ans qui sont passés, était dirigée par une énergie que l'on va appeler l'idéalisme. L'idéalisme, c'est le fait de tendre vers un idéal, vers une idée clé, de se focaliser sur celle-ci. Étant donné qu'on était dans une perception et un état de conscience barbare, séparateur, on a eu la formation de tous les ismes, tous les courants de pensée, quels qu'ils soient, politiques, religieux, scientifiques, qui vont faire des clans, la lutte des clans, d'accord ? La lutte entre les religions, la lutte entre les politiques, entre les communistes, entre les capitalistes, les libéralistes, les nationalistes, le christianisme, le bouddhisme, l'islamisme, voilà, tous les ismes, voilà, tous ces courants de pensée qui finalement luttent à un certain niveau. C'était l'état de conscience d'avant, l'état de conscience de l'adolescent, des conquêtes et de la rébellion. L'idéalisme est en train de se désagréger par une nouvelle énergie qui est présente depuis 100 à 200 ans, qui prend le pas petit à petit dans cette nouvelle ère que l'on appelle l'ère du Verseau, qui se manifeste effectivement par la communication, voilà, le live, Internet, c'est la version inférieure, partager ce que je ressens, etc., mes pensées, on est encore dans moi. Derrière le partage du nous, ce sera quelque part la communion, l'humanisme. Le passage de l'idéalisme, ça va être vers l'organisation, maître mot des 2160 ans qui viennent. C'est devant nous. On est à la jonction entre les deux, et dans toute jonction, on a un élément de crise qui est important. Organisation, oui, organisation comme l'ONU, l'OMS, plein d'éléments qui se sont organisés. Organisation comme les process qualité en entreprise, par exemple. Organisation comme une réorganisation de la vie politique, de la vie religieuse, de la vie familiale. Tout se réorganise actuellement sous l'impulsion de cette énergie. On a des grands courants humanitaires, la Croix-Rouge ou d'autres, qui sont dans ce mouvement-là. Alors, toute cette énergie d'organisation fait que petit à petit, on va changer notre regard sur toute chose. Prenons un exemple en politique. Les conquérants, l'âge. Je vais y arriver. L'âge de l'adolescence. Le modèle, c'est la démocratie. C'est un modèle qui est juste aujourd'hui par rapport à ce que l'on vit. Si on comprend que chaque personne est à un certain stade et n'est pas forcément en capacité d'avoir une opinion qui soit juste, une connaissance suffisante pour faire un choix. Si on se rend compte que finalement la démocratie, on est sur des luttes de partis, de clans qui cherchent le pouvoir, on se rend compte que ce modèle finalement n'a pas forcément de sens. Peut-être que je choquerai certains parmi vous,
Je suis un démocrate dans l'âme, mais à l'état de l'adolescence. Jean-Jacques Rousseau pensait la même chose. Platon pensait la même chose. La République de Platon, cet ouvrage manifeste, est une critique de la démocratie qui était naissante à Athènes. On ne peut pas donner la même valeur à chacun. Nous avons la même valeur intrinsèque. Mais cette valeur n'est pas au même état de développement. L'égalité est fictive. Nous ne sommes pas égaux. Nous n'avons pas les mêmes qualités. Nous n'avons pas les mêmes facilités en toutes choses. Le stade d'après, ça va être quoi? Le stade d'après, ça va être que, tout simplement, on s'en remette à des sages. Qu'il y ait une forme de gouvernement, de personnes qui manifestent les qualités nécessaires pour prendre une décision qui soit juste dans tous les domaines. L'éducation, la défense, la science, la vie intérieure, le commerce. Trouver cet équilibre entre le travail et le capital. Ne pas être dans l'opposition. Reconnaître la force du travail et sa valeur. Reconnaître la nécessité du capital et sa valeur. Redistribuer de manière juste les richesses. Mais cette redistribution n'est pas en fait un processus égalitaire. Peut-être que ce sera chacun en fonction de sa contribution au collectif. Il y a tous ces éléments en fait qui vont se réorganiser. C'est le maître mot de cette ère qui arrive. Et on a une période de 200-300 ans chaotique par rapport à tout le courant New Age. Beaucoup de livres sont publiés par rapport à ça. On a des processus qui prédisent des changements imminents sur quelques dizaines d'années. Je ne pense pas que ce soit juste. Je pense que tout ça est une déformation de l'émotionnel, que les processus évolutifs sont extrêmement longs. Et donc on va aller progressivement vers une conscience humaniste sur quelques centaines d'années. Peut-être que ce sera la fin de l'ère de l'organisation des 2000 ans avant de partir sur un nouvel objectif. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, ce passage de l'idéalisme à l'organisation, de l'ère des poissons à l'ère des Verseaux, de la conscience de la vie, du plexus solaire, du désir, de la manifestation de l'ego à celui de la conscience du cœur, de l'humanisme. Comment on évolue? Principalement et uniquement en développant des qualités. On peut faire du yoga, on peut faire bien sûr de la méditation, on peut faire plein de choses, mais le travail essentiel, c'est à chaque instant développer des qualités en soi. C'est un travail qui est long, qui est laborieux. On aimerait des techniques plus fun, plus rapides. On aimerait quelque chose qui demande peut-être moins d'efforts. Mais travailler la tolérance, travailler le non-jugement, travailler l'absence de désir, travailler la compassion, travailler l'équanimité, travailler la gentillesse, travailler la compréhension aimante. Toutes ces qualités et bien d'autres s'organisent dans notre cœur et prennent du temps pour se développer. Pour se développer, il s'agit de... Je suis désolé, j'ai une qui m'a perturbé. Il s'agit de les nourrir tous les jours. Sans travail conscient, rien ne se passe. Savoir quelles qualités j'ai à développer, y penser, y aspirer, peut-être avoir des modèles de personnes qui développent ces qualités, qui les ont pleinement manifestées. C'est ça qui sert l'idéal dans un aspect positif. Si je ne suis pas branché sur l'aspect négatif, les idéaux sont nécessaires. Et aujourd'hui, on n'a plus d'idéaux. On est dans une perte de repères qui fait que, voilà, on va avoir des idéaux comme des stars de télé-réalité ou autres. Je n'ai pas de jugement par rapport à ça, je le constate. Mais ça n'élève pas la conscience. C'est comme l'art. L'art véritable est celui qui élève la conscience. Écouter une musique harmonieuse élève la conscience. Regarder une sculpture qui incarne une idée élève la conscience. Voilà ce que je voulais partager avec vous. S'il y a des questions, je ne sais pas s'il y a des questions. D'accord. Et bien sinon, par le chat. Et on va partager également des mandalas sur ce petit temps de questions-réponses. Et ensuite, Sandra prend le relais à midi.
À tout à l'heure.